Tu parles beaucoup de socialisme, mais la décroissance, c'est pas avant tout de l'écologie? Alors, oui, nous-mêmes, on commence le goût des limites. On voit bien que c'est un, même si j'ai montré que c'est une définition de la liberté, les limites, elles nous sont quand même fournies par les 9 ou 10 limites de la planète sur la biodiversité, le climat. Donc, effectivement, donc là, c'est la question assez difficile des rapports entre écologie et société. La question verte et la question rouge. La question verte de la responsabilité, la question rouge de la justice. Faut-il les opposer? Non. Faut-il se contenter de les juxtaposer? Peut-être pas. Peut-on se contenter d'être rouge et vert, ou vert et rouge, voire même éco-socialiste? Est-ce que c'est suffisant? C'est bien, ce sont des cousins, pour être plus proches. Donc, comment dire ça? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas opposer la question sociale et la question écologique? On peut tout simplement reprendre la définition de l'empreinte écologique. Quand on regarde le moindre renseignement sur l'empreinte écologique, on va avoir des tableaux. On va avoir un tableau mondial et un tableau pays par pays. Qu'est-ce qu'on constate? L'empreinte écologique aujourd'hui mondiale, elle est de 1,7. Maintenant, si je regarde un tableau de l'empreinte écologique des différents pays, des Émirats arabes unis jusqu'au Népal, on va obtenir un écart à la louche de 1 à 100. Pour le dire autrement, le Népal, le Tchad, ils ont une empreinte écologique à peu près de 0,1. Si on regarde les Émirats arabes unis, les États-Unis et puis certains pays, ils ont une empreinte écologique de près de 10. C'est-à-dire que si tout le monde vivait comme des Émiratis, il faudrait 10 planètes. Si tout le monde vivait comme des Népalais, nous pourrions être 10 fois plus nombreux. On voit donc qu'il y a des écarts, des inégalités nord-sud, je préfère dire nord global, sud global plutôt que nord-sud, parce qu'il y a des gens au sud qui vivent comme au nord, il y a des gens au nord qui vivent comme au sud. Donc je préfère dire nord global et sud global pour en faire plus une catégorie sociale qu'une catégorie géographique. Mais on s'aperçoit bien que si globalement nous pouvons avoir une empreinte écologique quand elle est en moyenne de 1,9, alors que nous les Français nous avons 1,7 et nous avons de 9, c'est bien parce qu'il y a de profondes inégalités sociales. C'est bien parce que certains vivent très largement sous les planchers de l'empreinte écologique que nous pouvons vivre très largement au-dessus des plafonds de l'empreinte écologique. Et donc, la question sociale et la question écologique, la question de l'empreinte écologique, c'est la question des inégalités de l'empreinte écologique. Alors, comment cela se traduit-il dans la vie la plus concrète? Dans la vie la plus concrète, dans le nord global, c'est-à-dire les riches, aussi bien dans le nord géographique que dans le sud géographique, ils vivent comment? Mais ils vivent avec des excès. Et en même temps, ces riches qui vivent de façon excessive, j'évoquais tout à l'heure, je vais en hélicoptère au travail, je vais me baigner avec les dauphins, etc. Enfin bon, tous ces excès des riches sécessionnistes, c'est les mêmes. Ces riches qui sont au pouvoir et qui promeuvent des politiques d'austérité. On s'aperçoit alors aujourd'hui qu'on a une sorte de paradoxe. L'excès des vies excessives, quand on regarde le prix d'une chambre au Grillon à Paris, c'est 12 000 euros. Quand on regarde la moyenne des salaires, c'est un classique, mais on ne va pas s'en priver, des joueurs du Paris Saint-Germain, c'est 250 000 euros. Alors on nous explique qu'ils n'ont une carrière que de 5 ans. Oui, je veux bien, mais 250 000 euros, même en 5 ans, c'est bien. Hein. 250 000 euros, c'était par mois. Hein, donc multiplié par 5, multiplié par 12, ça fait 60. Hein, que multiplie 250 000 euros, ça fait quand même 15 millions de francs au bout du compte. Hein. Moi, je pourrais calculer combien de siècles il faut pour que je les gagne quand je suis professeur et fonctionnaire. Donc, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que la société aujourd'hui, telle que cette société de l'irresponsabilité écologique, c'est une société de l'inégalité sociale. Et cette inégalité sociale, elle se traduit comment? Par un binôme. Excès individuel, austérité collective. Les mêmes riches qui se payent des voyages, sans fin, dans des hôtels, je ne sais pas combien d'étoiles, sont les mêmes qui tentent de nous appliquer des politiques d'austérité.
Alors qu'est-ce que nous répondons à ça? Nous répondons qu'il faut remplacer ce binôme austérité sociale, excès individuel, par un autre binôme, et croiser, ça s'appelle un chiasme, croiser, les termes. Et nous devons défendre au contraire, et c'est la décroissance, sobriété personnelle, dépense collective. Sobriété personnelle, on voit bien comment on doit passer d'une austérité à une sobriété, d'une austérité collective à une sobriété personnelle. Que chacun d'entre nous fasse de la sobriété un axe sensé de sa propre vie. C'est un classique de la décroissance, je suis contente de l'évoquer. Dépense sociale, c'est plus surprenant. Qu'est-ce que ça veut dire dépense sociale? Cette idée-là, elle est défendue pour la première fois par un auteur français qui n'est pas particulièrement décroissant, mais qui est quand même un critique de la croissance. Mais on ne peut pas lui en vouloir. À l'époque où il vit, le monde n'a pas encore dépassé les seuils de l'insoutenabilité écologique. C'est Georges Bataille. On va trouver chez Georges Bataille une critique très forte de la croissance. Et chez Georges Bataille, on va trouver une critique de la croissance, mais plus positivement, une défense de la dépense. Dans un livre qui s'appelle La part maudite et dans un autre essai qui s'appelle La notion de dépense, Georges Bataille nous explique qu'en réalité, il y a toujours des surplus. Alors ça, c'est assez difficile à lire parce que bien souvent, nous les décroissants, nous partageons avec les gens que nous prétendons critiquer et combattre le même modèle de la rareté. En réalité, il faut peut-être penser non pas sur un fond de rareté, mais sur un fond d'abondance, dans le même esprit que ce que Marshall Salins, dans un livre, appelé Âge de pierre, âge d'abondance. Nous sommes un âge d'abondance, c'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes des sociétés riches, nous sommes des sociétés extrêmement riches, nous sommes des sociétés d'abondance. Société d'abondance, ça signifie quoi? Que dans toute société, il y aura toujours des surplus. Et avançant même dans une société qui n'est pas riche, il y aura des surplus. Parce qu'aucune société ne produit juste l'exacte quantité de ce dont chaque individu a besoin. Et toute société produit toujours des surplus. La question qu'il faut se poser, que Bataille se pose, et qu'un décroissant italien que nous avons invité au festival en 2017, Onofrio Romano, pose, c'est de dire, devons-nous laisser les surplus comme des privilèges réservés aux dépenses excessives des riches et des ultra-riches? Ou ne devons-nous pas, au contraire, recollectiviser, recommuniser, les surplus? Si toute société produit des surplus, faut-il faire des surplus les marqueurs de privilèges? Faut-il, au contraire, penser des surplus qui vont être dépensés collectivement? D'où l'idée, effectivement, de remplacer le binôme excès individuel, austérité collective et sociale, par au contraire sobriété personnelle. Aucun individu n'a le droit légitime de s'approprier, de privatiser, donc d'exproprier, la communauté des surplus. Mais ces surplus, ils existent quand même et il faut alors les dépenser. Alors on les dépense comment? Georges Bataille, on peut les... il y a une grande référence à ce que Marcel Mauss a étudié beaucoup, qui s'appelle le potlatch dans l'essai sur le don. On peut les gaspiller, les brûler, mais la plupart du temps, on les dépense comment? On les dépense en fêtes collectives, en moments collectifs, en cérémonies collectives, en construction de monuments collectifs, qui vont faire unité, qui vont faire commémoration, qui vont faire conservation du passé, rappel des anciens, cette société que nous voulons conserver. Donc, de cette façon-là, on peut très largement repenser complètement les catégories donc c'était la question de départ, l'écologie et la société. On peut, d'un point de vue écologiste, défendre la sobriété, ça n'empêche pas que d'un point de vue social, il y aura des surplus qui ne vont pas être privatisés, mais qui vont être dépensés collectivement. C'est ainsi qu'effectivement, dans cette envolée-là, je pense qu'il ne faut pas hésiter, en effet, à faire de la décroissance plus une variante moderne, actualisée du socialisme, plutôt que de se réduire à une posture de radicalité dans l'écologie. Pour le dire autrement, je préfère être un rouge actualisé qu'un vert foncé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons accepter de faire
de la décroissance le socialisme tel qu'il aurait toujours dû être, et qu'il n'a pas été, ni dans ses variantes soviétiques, ni dans ses variantes sociales démocrates. Peut-être plus dans l'esprit des socialistes utopiques du XIXe siècle. Et donc il faut assumer cette dimension socialiste de la décroissance. Alors qu'est-ce que ça veut dire assumer la dimension socialiste de la décroissance, en particulier avec cette référence au socialiste utopique? Ben là, il faut revenir à l'origine du socialisme. Le mot socialiste, quand il est inventé, Pierre Leroux semble-t-il, au XIXe siècle, il est inventé explicitement comme une critique du terme individualisme. Nous devons revenir à ce sens originel du mot socialisme et critique de l'individualisme, et faire effectivement de la décroissance une critique sociale de l'individualisme. Alors qu'est-ce que l'individualisme? Qu'est-ce qu'il faut entendre par individualisme? Il ne faut pas entendre, il ne faut pas psychologiser. Le libéralisme a toujours tendance à nous pousser à psychologiser et à individualiser nos catégories. Donc même quand il s'agit d'individualisme, je dis que nous, les décroissants, nous devons être réticents à la tentation de psychologiser, d'individualiser l'individualisme. Qu'est-ce que ça veut dire, individualiser l'individualisme? Croire que l'individualisme n'est qu'une attitude individuelle. Absolument pas. Ce qu'il faut entendre par individualisme, c'est une conception de la société. C'est-à-dire que l'individualisme n'est pas une manière de se comporter individuelle, c'est une manière que les individus ont de penser la société. Dans ce sens-là, qu'est-ce que la conception individualiste de la société? Eh bien, c'est une mécompréhension de ce qu'est la société. Ou disons, c'est une compréhension fausse, erronée de la société. C'est une conception qui croit que la société part et commence par l'individu. C'est une conception qui ne conçoit la société que comme une addition d'individus. La conception individualiste de la société, c'est une conception dans laquelle les individus sont juxtaposés les uns à côté des autres. Comme si, et là c'est Aristote qui donnait l'image, comme si une maison qui est constituée de pierres n'était qu'un tas de pierres. Tout le monde voit bien pourtant la différence entre une maison et un tas de pierres. Il y a quelque chose dans la maison qu'il n'y a pas dans le tas de pierres, quelque chose qui est commun, qui donne la forme commune. Et une maison, ce n'est pas simplement un tas de pierres juxtaposées. Une société, ce n'est pas simplement un tas de pierres juxtaposées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que la société n'est pas une simple addition d'individus les uns à côté des autres, mais c'est tout simplement s'apercevoir que ceux qui défendent l'idée que la société est composée d'individus qui s'additionnent, c'est ceux qui croient que ce sont les individus qui constituent, qui fabriquent la société. En réalité, c'est l'inverse. C'est la société qui constitue les individus. Je ne suis donc pas du tout en train de dire que les individus n'existent pas. Je suis juste en train de dire que les individus existent après la société. Parce que vous avez remarqué que je fais exprès de dire que dans la conception individualiste de la société, seuls les individus existeraient et que la société n'existe pas. Et moi, je ne suis pas simple. Ça, c'est la fameuse phrase de Margaret Thatcher. La société n'existe pas, seuls existent les individus et la famille. Je rajoute toujours ça quand même. Moi, je ne suis pas du tout en train de dire que les individus n'existent pas. Je dis qu'ils n'existent qu'à partir de la société. Les libéraux, eux, disent le contraire. La société n'existe pas, et si elle existe à partir des individus. Non, la société existe, les individus existent, mais les individus existent à partir de la société. À partir de la société, ça veut dire quoi? On part de la société. Alors ça veut dire deux choses, on peut dire très simplement. Premièrement, ça veut dire que quand je nais, la société est déjà là. Quand un individu naît, il naît dans une société. On peut le voir très facilement si on prend ce qui est peut-être l'institution la plus importante culturelle d'une société, qui est la langue. Quand je nais et quand je parle, la langue est déjà là. Qui pourrait croire qu'il pourrait parler avec quelqu'un s'il s'inventait sa propre langue individuelle? Je ne peux parler à quelqu'un que parce que nous partageons une langue commune. Et c'est cette langue commune qui nous permet de communiquer. C'est ça ce que ça veut dire communiquer. Eh bien, exactement comme la langue commune précède la parole individuelle, la société commune,
La vie sociale commune précède la vie intellectuelle. Un auteur français tout à fait intéressant qui s'appelle François Flao dit « Distinguons bien entre la vie en société et la vie sociale. La vie en société, c'est on a l'impression de la vie à l'intérieur de la société, comme si la société existait indépendamment des individus. Parlons au contraire de vie sociale, car il s'agit bien là de la vie de la société. C'est la société qui vit, et c'est à partir de cette vie sociale que nous pouvons avoir une vie individuelle. Quand malheureusement on a une conception individualiste de la société, on peut même voir dans la société un ennemi de l'individu. On peut même croire que vivre et réussir sa vie, c'est ce que je le disais tout à l'heure, c'est vivre sans les autres, c'est vivre sans la société. On va à ce moment-là définir la liberté comme une indépendance. On ne va voir à ce moment-là dans la société qu'un ensemble de dépendances dont il faut se libérer. Mais nous, les décroissants, je pense que les décroissants ne devraient pas penser comme cela. Je ne dis pas que tous les décroissants pensent comme moi. Il doit exister des décroissants libéraux, mais je pense qu'ils ont tort et qu'ils sont contradictoires. Mais nous, les décroissants, nous devrions au contraire comprendre que la relation à l'autre ne me met pas dans une relation de dépendance et dont je dois me libérer au nom d'une soi-disant indépendance. Je dois au contraire comprendre que l'interdépendance commune précède ma liberté individuelle. Encore une fois, je ne sacrifie pas la liberté, je ne sacrifie pas l'individu, je dis juste qu'elle vient après la société. C'est en ce sens-là, me semble-t-il, que les décroissants doivent être des socialistes, c'est-à-dire des critiques radicaux de l'individualisme, c'est-à-dire de cette conception erronée de la société qui ne comprend pas que la vie sociale précède la vie individuelle. Oui, vas-y. Mais les décroissants demeurent des écologistes parce qu'on considère également que la nature précède l'individu. Voilà. Ça, c'est tout à fait important. Je crois qu'il faut s'apercevoir que ce qui est valable de la société est valable de la nature. Alors, qu'est-ce qui est valable de la société ? Ce que je viens de dire nous fait découvrir que ce qui est commun est préalable à ce qui peut être décomposé dans le commun et qui peuvent être les individus. Le mot individu, il signifie ça. On divise, et à un moment, on ne pourrait plus diviser. On aurait l'indivisible qui serait l'individu. Fondamentalement, l'individu apparaît comme un processus de division. Et les individualistes croient après que ce processus de division, on va le renverser et on va additionner. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et effectivement, ce que nous apprend la société, c'est que ce qui est commun est ce qui est préalable. Mais il faut renverser. Ce qui est préalable et ce qui est commun. Et effectivement, il n'y a pas que la société qui est préalable. Quand je nais, il n'y a pas simplement que la société qui est déjà là. Il y a aussi la nature. Et c'est en ce sens-là que la nature, comme la société, sont des biens communs. Ce sont des communs qui sont des préalables dont nous devons hériter. Alors, nous devons préserver la nature. De ce point de vue-là, nous sommes des écologistes conservateurs. Nous devons préserver la vie sociale. De ce point de vue-là, nous sommes une variante bizarre des traditionalistes. Nous sommes aussi, de ce point de vue-là, des gens qui, contre les mythes du progrès ou sans les fables du progrès, pensons qu'il y a des choses qui doivent se conserver. Il faut conserver la nature, il faut conserver la vie sociale. À partir du moment où on comprend ça, on a beaucoup plus de facilité à sortir des schémas individualistes libéraux de la société composée d'individus qui seraient en compétition les uns avec les autres. Il est beaucoup plus facile à ce moment-là d'adhérer à une conception que, avec des gens comme Baptiste Bilondo, les décroissants appellent la conception coopérativiste de la société. Ça a des conséquences très très importantes. Par exemple, je pense qu'un décroissant, s'il est cohérent, ne devrait pas adhérer à la fable libérale capitaliste, selon laquelle il y a des individus qui auraient plus d'importance que d'autres, qui mériteraient alors leur propriété privée, qui mériteraient alors leurs privilèges. Quand on comprend cette dimension coopérativiste de la société, alors on n'a aucun mal à comprendre qu'il n'y a en réalité de production économique que commune, que sociale, et qu'il est alors absolument juste que ce qui a été produit collectivement revienne à chacun collectivement. Comment accepter l'individualisation des revenus quand la production économique a été commune? Et ce que je viens de dire sur la production économique de la richesse, ça vaut aussi pour cette autre sphère de la société, qui est la sphère de la société. Ce n'est pas que de la production marchande, de la production économique, comme tentent de nous le faire croire
la croissance et les partisans de la croissance dans leur monde où, comment dire, l'économie a colonisé la société, c'est aussi, et c'est elle qui devrait prendre la place principale, à partir du moment où on comprend que la nature et la société précèdent, parce que ce sont des communs, les vies individuelles, nous comprenons alors que ce qui va donner sens à notre vie, c'est de tout faire pour que ce qui précède notre existence devienne l'objectif de notre existence. C'est-à-dire que non seulement la nature et la société sont les conditions de notre vie sensée, de notre vie réussie, de notre vie heureuse, mais notre vie sera d'autant plus heureuse qu'elle prendra pour objectif de permettre à nos enfants de naître en recevant un héritage, une nature et une société. C'est ce que quelqu'un qui s'appelle Hans Jonas appelle le principe responsabilité. Laissons à nos enfants un monde dans lequel ils auront autant de responsabilités vis-à-vis des générations futures que nous devons en avoir aujourd'hui vis-à-vis des générations futures. Et c'est ainsi que ce qui est la condition même de notre vie individuelle devient l'objectif de notre vie individuelle encadré, condition objectif, par un objectif de vie sociale. Et c'est en ce sens-là que la vie sociale préexiste, pas simplement chronologiquement, mais aussi en dignité, on dit ontologiquement, c'est-à-dire que oui, la vie sociale a plus d'importance, oui, la vie de la nature a plus d'importance que la vie, individuelle.